Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top. Je sais, je suis censé arrêter de faire des critiques de cinéma sur cette chaîne, je sais que je suis censé publier uniquement ce qui a trait à mes réalisations sur cette chaîne, d'ailleurs vous pouvez voir mon premier court-métrage ici si vous l'avez loupé, mais quand je l'ai annoncé j'avais aussi dit ça. Ça ne veut pas dire que je ferme la chaîne, que vous me verrez plus jamais sur internet, ça veut même pas dire que je ferai plus jamais de vidéos, ça se trouve à un moment j'aurais envie de revenir vous parler de tel film ou de refaire un top de fin d'année comme le veut la tradition, je sais pas, j'exclus rien. Et puis ça fait quand même depuis 2014, bon à l'instar de beaucoup d'autres youtubeurs cinéma, qu'on a l'habitude en chaque début d'année de faire un bilan sur l'année cinématographique qui vient de s'écouler. Donc voilà, histoire que la chaîne continue d'exister en attendant la sortie du prochain court-métrage, et puis aussi parce que ça me manque un petit peu de vous parler cinéma, on va faire exception pour ce top de l'année. Alors les plus assidus auront remarqué, il y aura juste un top et pas un flop contrairement aux années précédentes, et contrairement encore une fois aux années précédentes, ce sera pas un top 15 mais un top 10. J'ai réduit la liste. Donc petit rappel habituel, ça va pas être très argumenté, je vais juste vous dire pourquoi ces films m'ont marqué, hein, sinon la vidéo ferait 2 heures et ça nous ferait chier. J'ai vu à peu près une centaine de films de 2019, ce qui veut dire que je n'ai pas tout vu. Peut-être que je n'ai pas vu votre film préféré de l'année, auquel cas je suis désolé, il sera pas ici. Et également c'est un top personnel, ce sont mes goûts, ce sont pas forcément les meilleurs films de l'année objectivement, c'est en tout cas ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que j'ai préférés. Et peut-être, c'est possible et respectable qu'il y en a que vous n'ayez pas aimé. Ceci dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre top ou votre avis sur le mien, et j'y répondrai avec plaisir. Il y a eu énormément de très bons films cette année et du coup j'ai dû vraiment me concentrer, garder uniquement ceux qui m'ont marqué profondément, ce qui veut dire que du coup il y a certains excellents films qui n'ont pas pu rentrer dans le classement, hein. Il y en a qu'on... Voilà, on sait tous que c'est bien, je pense à Once Upon a Time in Hollywood qui était excellent, The Irishman, Joker, Midsommar, ce genre de petites pépites qui effectivement est formidable et qu'il faut voir, mais qui n'ont pas absolument renversé, du moins pas au point de rentrer dans le top. Et puis histoire que je sois pas trop frustré, je vais vous donner quelques petits conseils que vous avez peut-être pas vus, qui sont pas non plus dans le top, mais que j'ai essayé de caser quand même à un moment avant de me rendre compte que ça n'allait pas marcher. Par exemple, Douleur et gloire, le dernier Almodovar qui est formidable, vous en avez sans doute entendu parler. C'est tourné de manière assez nouvelle pour Almodovar, qui se renouvelle un petit peu dans le traitement de ses thèmes, c'est un peu mélancolique, un petit peu dépressif, et on a un Antonio Banderas qui est complètement, j'ai envie de dire à contre-emploi, mais non, il le fait formidablement bien, mais c'est pas du tout le genre de rôle qu'on s'attend à le voir incarner. C'est très touchant, et forcément il y a la main de maître d'Almodovar qui fait beaucoup. Il y a Crawl aussi d'Alexandre Aja, qui est une petite série Z assez simple en fait, mais qui marche tellement bien en termes d'ambiance, d'horreur, d'angoisse. C'est vraiment extrêmement efficace, je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil, en plus c'est court. Ad Astra de James Gray qui avait fait The Lost City of Z, mon film favori de 2017, qui est aussi formidable, c'est un voyage dans l'espace tout en étant intimiste, très proche de son personnage, très touchant. Malheureusement le film n'a pas eu le succès escompté. Il y a aussi 2 mois de Clapiche qui est une comédie romantique ma foi très touchante, plutôt originale dans sa forme, ça fonctionne très bien, ça sort plutôt du carcan des comédies romantiques françaises qu'on a l'habitude de voir. Je veux du soleil de François Ruffin, un documentaire très touchant qui explique la crise des gilets jaunes d'un point de vue très personnel, très intimiste, où on va se focaliser d'abord sur les personnes. Et puis le film d'animation J'ai perdu mon corps, original, graphisme magnifique, plein d'idées de mise en scène, franchement formidable. C'est parti pour le top. Numéro 10, L'époque de Mathieu Barrère. L'époque, c'est un film documentaire qui nous parle de l'époque, évidemment, à travers la jeunesse parisienne, celle des universités, celle des HLM, celle des Black Blocs en manif. Et c'est un film qui fait plaisir parce que souvent on parle des jeunes, on les stigmatise, on les monte du doigt, on dit qu'ils devraient faire ci, faire ça. Et c'est un film qui leur donne la parole directement, sans jamais poser un jugement sur ce qu'ils disent. Et il y a toutes sortes de propos, toutes sortes de points de vue qui sont énoncés dans ce film, sans jamais être moralisateur ou paternaliste, ce qui franchement fait beaucoup de bien. C'est un film qui est beaucoup sur un sentiment. Il y a une sorte de mélancolie de l'époque qu'on est en train de vivre. C'est pas forcément un film qui va s'attaquer aux causes politiques, même si on en parle. C'est surtout un film qui cherche à dresser le portrait d'une jeunesse à travers la manière dont elle se sent vivre cette époque, que ce soit la vie politique, les manifs, les études, les attentats, parce qu'on est peu après les attentats de 2015. C'est très bienveillant et donc ça fait beaucoup de bien. Numéro 9, Border de Ali Abbasi. Border s'inscrit dans sa mise en scène et dans son traitement dans la lignée des films d'auteur à thématique sociale européens. Donc quelque chose qu'on a vu 1000 fois a priori, puis quelque chose qu'on voit beaucoup en France aussi. Mais déjà c'est traité assez justement, c'est un scénario qui est assez bien ficelé et qui se suit sans déplaisir. Et surtout, ça a la particularité d'être un film de fantasy, parce que notre personnage principal est en fait un troll. Donc ça se passe en Suède, et on a ce personnage principal, une troll qui essaye de mener une vie sociale
tout en étant clairement différentes. Et donc on a tout ce film social qu'on a l'impression d'avoir plutôt déjà vu, et en même temps ce côté fantasy qui vient totalement jurer, ça nous fait tout voir d'un œil différent. Et au milieu de ce film, il y a parfois des scènes purement oniriques dans la nature, où le personnage principal se sent enfin dans un cadre qui lui est favorable, où elle découvre son corps entre autres. Enfin, il y a des scènes qui sont vraiment à la fois dérangeantes et touchantes, parce que tout ça est montré avec beaucoup de poésie. C'est un film qui va quand même pas mal chercher dans l'étrange. C'est pas forcément parfait, tout n'est pas extrêmement bien exécuté, mais il y a quelque chose de très juste et très touchant qui fait qu'émotionnellement j'étais complètement impliqué dans le film. Numéro 8, The Lighthouse de Robert Eggers. The Lighthouse, ça parle de deux gardiens de phare qui sont joués par Robert Pattinson et Willem Dafoe, donc déjà rien que ça, qui sont envoyés garder un phare pendant un mois sur une île déserte et très petite. Et puis au fur et à mesure, disons pour rester flou, les personnages vont dangereusement glisser dans les hallucinations et la folie. Et c'est un film absolument extraordinaire, complètement renversant. Déjà visuellement, le 4/3 et le noir et blanc sont gérés d'une main de maître absolu, tous les plans sont incroyablement bien composés, les contrastes sont vraiment poussés, ce qui fait qu'il y a une image qui a vraiment une force et un impact visuel. Les plans sont magnifiques, les mouvements de caméra sont millimétrés, enfin c'est vraiment aux petits oignons. Et puis il y a un travail sur l'univers, sur le montage, sur l'ambiance sonore. Par exemple, il y a le phare qui fait un bruit insupportable toutes les 10 minutes, et ben on l'entend réellement toutes les 10 minutes dans le film, et en fait ça rend fou le spectateur autant que ça rend fou le personnage. On est vraiment à fond avec eux, perdus sur cette île. Du coup vraiment c'est une expérience qui prend aux tripes, on est vraiment totalement investi avec les personnages. C'est un film qui est très angoissant, très oppressant, et aussi jusqu'au boutiste, qui va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut te raconter, qui va jusqu'à te perdre. Et en même temps il y a tellement de pistes de réflexion, de choses possibles, d'interprétations différentes, mais en fait on s'en fout parce qu'on est là pour ressentir comme une expérience ce que veut nous faire passer le réalisateur, et franchement c'est un coup de maître. Numéro 7, Les Misérables de Lajli. Alors Les Misérables, c'est, vous en avez forcément entendu parler, un film qui nous parle de la banlieue en France et de la manière dont elle est maltraitée par la police. Je pense qu'il est important de souligner que c'est vraiment ça que nous raconte le film, parce que je sais pas si vous avez regardé le top d'In the Panda qui nous dit que par exemple dans le film Les Misérables c'est autant les banlieusards que les flics. Je sais pas sous quel degré il faut voir le film pour le comprendre comme ça, mais c'est tellement à côté de la plaque, et je dis pas ça comme une attaque personnelle, mais vraiment c'est passé à côté de tout ce que le film te raconte. Parce que le film il te raconte le quotidien difficile de gens de banlieue, il te montre comment ces gens sont totalement abandonnés par l'État, vivent dans une sorte de bulle, et comment ils se débrouillent pour vivre, pour survivre dans un environnement comme celui-là. C'est aussi un film qui te montre que les policiers, quand ils vont là-bas, ne cherchent pas à rétablir un ordre particulier, ne cherchent pas à en faire une zone où on peut vivre bien, et par ailleurs, à leur décharge, c'est pas leur rôle, c'est plutôt celui de l'État, mais au contraire cherchent à jouer les cow-boys. Des cow-boys qui agissent totalement sans conséquence, sans peur de représailles, mais aussi sans but particulier, si ce n'est parfois pour rigoler un bon coup, pour le plaisir d'humilier ou de coffrer quelqu'un. Et en même temps, c'est aussi des gens qui sont en partie habités par l'idée que ce qu'ils font est juste. C'est un film qui nous montre que même quand t'as un bon fond, comme le personnage principal policier que l'on suit, qui s'engage finalement pour des bonnes raisons, qui a aussi une famille, de l'amour pour elle, etc., et qui croit sincèrement en son rôle, et qui croit sincèrement qu'il y a aussi des limites dans la méthode que les policiers doivent appliquer, c'est un film qui te montre que même un personnage comme celui-là, quand il s'engage dans la police, quand il se retrouve dans les banlieues, en fait il est impuissant. Il est impuissant tant le système d'affrontement entre les banlieues et les forces de l'ordre est immuable. Il est impuissant parce que ce rapport est tellement pourri, et les flics et ses supérieurs se prennent tellement pour des cow-boys qu'il ne peut rien changer à tout ça, et que donc il devient un rouage en plus dans ce mécanisme qu'il est obligé de cautionner, dont il est finalement obligé de faire partie. C'est ça que nous racontent Les Misérables, et dire que les flics sont des misérables, franchement... C'est ça que nous racontent Les Misérables, avec beaucoup de force, beaucoup de brio, beaucoup d'émotion, beaucoup de tension. C'est vraiment un film qui laisse pas indemne, qui te retire ta respiration dans ces 30 dernières minutes. C'est porté par des acteurs, notamment enfants, absolument formidables. Et puis c'est un cri du cœur de Lajli qui a vécu tout ça, qui en vient. Et on sent profondément à la fois la sincérité et l'intellectualisation de tout ce qu'il a pu vivre pour en sortir un propos et un film fort. Numéro 6, Les Deux Papes de Fernando Meirelles. Alors Les Deux Papes, c'est un film Netflix qui nous parle en gros de la passation entre le pape Benoît XVI et le pape François. Parce que Benoît XVI est un des premiers papes de l'histoire à ne pas mourir en exercice et à démissionner. Et le film se passe en gros juste avant sa démission. Il est en entretien avec ce qu'il ne sait pas encore qu'il va être son futur successeur, François. Bon, déjà la première chose qui marque, c'est le casting.
On a Anthony Hopkins en Benoît XVI absolument magnifique, surpuissant, très fatigué mais en même temps très charismatique, qui transperce totalement l'écran. Et Jonathan Pryce en Pape François, qui une fois qu'on a vu le film, on ne sait plus qui est qui. Pape François et Jonathan Pryce, c'est les mêmes, et il a formidablement bien restitué sa gestuelle et son phrasé. C'est un film très verbeux, c'est un film qui se base en grande partie sur ses dialogues. Ça se passe la plupart du temps en huis clos, pas exclusivement, mais la plupart du temps, mais quand même sur plusieurs endroits différents. Mais voilà, c'est globalement de la conversation politique, spirituelle, philosophique. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que Benoît XVI est un pape très conservateur, et le cardinal futur pape François est lui plutôt progressiste, plutôt ancré à gauche. Donc on a vraiment cette confrontation de deux visions du monde, du catholicisme qui se font face, et c'est extrêmement intéressant déjà du point de vue historique et puis enrichissant d'un point de vue spirituel, intellectuel. En plus de ça, c'est un film qui a beaucoup de style, un montage assez dynamique, de belles séquences, de beaux plans, qui s'amusent régulièrement à faire des ruptures de ton assez plaisantes. On a pas mal d'humour, on a une magnifique séquence où tous les cardinaux se retrouvent pour voter pour le prochain pape sur Dancing Queen de ABBA. Plein de petites choses comme ça qui fonctionnent très bien, donc c'est un film très intéressant, très bien foutu, franchement je vous le conseille, c'est disponible sur Netflix. Numéro 5, La Favorite de Yorgos Lanthimos. Bon bah évidemment, hein, j'avais vraiment adoré Mise à mort du cerf sacré en 2017, c'est peut-être pas au niveau qui était stratosphérique de Mise à mort du cerf sacré, mais c'est quand même excellent, on commence à connaître un petit peu les poncifs du cinéma de Yorgos Lanthimos. Là il s'attaque aux films d'époque, costumés, etc. Ce qui fonctionne je trouve vraiment bien. On voit la cour royale non pas sous ses grandes airs, mais pour tout ce qu'elle a de plus pourri, la corruption, la manipulation, les histoires de sexe, d'abus de pouvoir, tout en ayant évidemment ce ton décalé, dérangeant, qui est entre le malaise, le propos fort et l'humour noir. Et puis une réalisation absolument sublime, chaque plan est magnifique, les actrices sont à couper le souffle, toutes les trois, Rachel Weisz, Olivia Colman et Emma Stone, elles transpercent absolument l'écran. C'était une de mes attentes de l'année, je ne suis pas déçu. En parlant de mes attentes de l'année, vous avez peut-être vu mon top en début d'année en fait avec Anthony Pazona sur les attentes pour 2019. En première position se trouvait notre numéro 4, Parasite de Bong Joon-ho. Donc Parasite de Bong Joon-ho, c'est un film que j'ai attendu énormément, sans même savoir de quoi ça allait parler. J'avais fait un résumé assez flou de ce que j'avais trouvé sur la toile il y a à peu près un an de ça pour la vidéo, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Après 2 grosses productions américaines, le cinéaste retourne en Corée pour réaliser ce film, plus intimiste, porté sur 2 familles, l'une très riche, l'autre pauvre, qui se retrouvent liées. C'est très flou, le projet reste très mystérieux sur le ton qu'il adoptera, mais le réalisateur a toujours su trouver le bon sur ses différents projets, alliant grandiose à intimiste et divertissement à propos fort. En espérant qu'il ne fera pas l'objet d'une toute petite distribution, je vous invite et je vous encourage à aller le voir quand il sortira en France, à une date encore non déterminée. Finalement, le film a gagné la Palme d'Or, a fait un battage pas possible, énormément d'entrées en France, et d'ailleurs à l'international il me semble, et c'est effectivement complètement fou. Il faut vraiment le voir pour prendre conscience de l'ampleur de la chose, mais à tous les niveaux, Parasite est impressionnant. Vraiment, quand tu regardes Parasite, j'ai envie de dire, Stéphane Brisé, et je vais blasphémer, mais presque même Ken Loach, hein, que j'aime beaucoup, bah, ils peuvent aller se rhabiller, quoi, tous ces réalisateurs de films sociaux européens, à côté de Parasite, c'est que de, quoi, vraiment. Parce que Bong Joon-ho, il fait pas juste un film social, entre guillemets militant, qui sont des films très respectables, hein, bien sûr. Il fait une œuvre artistique forte, qui dessert un propos fort également. C'est-à-dire que le film n'existe pas que pour son message, il existe autant pour son message que pour son art et sa démonstration de cinéma. Ça se traduit en un film qui a un scénario évidemment extrêmement bien ficelé, un peu thriller qu'on ne voit pas venir, plein de rebondissements, qui a une dimension symbolique immense, il y a un énorme travail de la symbolique, de ce qui se situe en haut, de ce qui se situe en bas, enfin, vous trouverez 1000 analyses passionnantes sur internet, puis surtout c'est un film qui a une mise en scène mais renversante quoi, vraiment en termes purement de mise en scène, c'est ce qui s'est fait de mieux cette année et de très très loin. Non seulement tous les plans sont magnifiques, mais tout est tellement réfléchi, tout est tellement symbolique, tout a tellement de sens, c'est tellement riche, c'est un cinéma tellement riche qui propose tellement d'idées, tellement de choses, ça fait vraiment du bien quoi. C'est un film qui moi m'a rappelé pourquoi j'aimais le cinéma, pourquoi j'aimais la mise en scène, en plus d'avoir un propos très incisif, c'est un film qui suit des prolétaires qui vont s'infiltrer et se faire leur beurre sur le dos de riches, pour une fois que ça marche dans ce sens. En tout cas, moi ça m'a beaucoup parlé. Voilà, clairement, il est 4ème uniquement parce que j'ai eu 3 autres énormes coups de cœur cette année, mais c'est à voir absolument et ça va très certainement rentrer dans la postérité. Numéro 3, La Belle Époque de Nicolas Bedos. J'ai découvert Monsieur et Madame Adelman cet été, le premier film de Nicolas Bedos, et je me suis retrouvé sur le cul.
Mais réellement, j'ai trouvé ça absolument formidable. Je trouve que c'est un des meilleurs films de cette décennie, tout genre, toute catégorie, tout pays confondu. C'est un film écrit avec énormément d'amour pour ses personnages, pour la phrase bien faite, pour le dialogue, réalisé avec une passion pour le cinéma qui suinte par tous les pores, tellement bien interprété, tellement émouvant, enfin c'était une pépite absolue je trouve. Donc évidemment, j'attendais la belle époque, évidemment. Et j'ai pas été déçu. Je dirais pas si c'est au niveau, ou plus ou moins, moi ça m'a peut-être un peu moins parlé que Monsieur et Madame Adelman, mais tout ça est une question très subjective. L'important c'est que c'est un film qui est immensément réussi, c'est un film un petit peu choral qui se tient sur plein de personnages, et en même temps autant d'acteurs très talentueux, mais qui fonctionne extrêmement bien, on a l'impression d'avoir toujours une montée en tension, et puis c'est un réalisateur qui aime bien, le cinéma dans ses grands effets, quoi, un petit peu pompeux, avec de la musique, un montage soigné, etc. Mais c'est exactement ce que j'aime en fait. Il le fait tellement bien, il y a tellement de moments forts, tellement de mise en scène, c'est toujours aussi bien écrit, la petite phrase, la petite envolée lyrique qui va bien. Il y a des décors, des lumières, des mouvements de caméra et des cadres absolument formidables. Franchement, ce film est juste un pur plaisir de cinéma, chaque séquence est jouissive. Vraiment, regardez ce film, vous en aurez pour votre argent et pour votre temps. C'est exactement le genre de film qui fait tellement du bien, qui est tellement bien fait, avec amour, qui t'envoie des bonnes ondes que je peux me remater en boucle, quoi. Je crois que je pourrais pas m'en lasser. Que dire d'autre à part que c'est formidable et qu'il faut que vous le voyez absolument. Disons que j'ai plutôt confiance en Nicolas Bedos pour OSS 117-3. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour s'inscrire à la fois dans la suite de ce qu'a fait Hazanavicius, tout en apportant sa propre patte, ce qui serait totalement bienvenu. Et c'est un fan de OSS 117 qui vous dit ça, qui était pourtant très dubitatif à l'idée que Hazanavicius ne rempile pas. Numéro 2, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. El Reino est un film espagnol qui a fait un carton absolu là-bas, beaucoup moins ici malheureusement. C'est un film qui se concentre sur les politiques espagnoles et qui parle de corruption. Et franchement, je ne saurais par où commencer. Ça va commencer à être répétitif parce que vous savez, quand tout est tellement réussi dans un film, quand tout est tellement fort et grandiose, que dire de plus? C'est un film qui est tellement envoûtant, qui a une adrénaline incroyable, un acteur principal absolument surpuissant, une caméra tellement vivante, tellement vibrante, qui suit ses personnages à chaque instant, qui est très dynamique. C'est un film qui s'enchaîne à une vitesse folle, qui est plein de rebondissements, et c'est pas juste gratuit le côté très rapide du montage et de la réalisation, c'est vraiment le rythme d'un homme politique en fait. Un homme politique, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui est toujours sur tous les fronts, qui doit aller là, puis là, et qui vraiment dans cette course perpétuelle à chercher à avoir cette information, à gagner ceci, à profiter ici, à convaincre ici, etc. Pour le coup, à faire son petit business ça et là également. Il décide de se mettre dans la peau de ce personnage tout le temps pressé, qui a tout le temps mille à faire, et cette caméra nous embarque avec lui et franchement ne nous lâche pas jusqu'à un final absolument grandiose. Le propos est extrêmement puissant, il y a une attaque aux élites, aux médias, aux politiques, et la fin est une sorte d'entre-déchirement entre tout ça absolument jouissif, épique, enfin c'est à voir absolument, c'est limite si on n'est pas en sueur à la fin du film, tellement il est vivant, dynamique et surpuissant. Effectivement, c'est bien la vidéo des superlatifs, j'y peux pas grand chose. Numéro 1. Vice, d'Adam McKay. Un film très politique, pour conclure un top qui, vous l'aurez remarqué, ne l'est pas moins. Je pense que c'est pas un hasard de voir autant de productions cette année qui remettent en cause notre système idéologique, économique, politique. J'ai parlé un peu plus tôt hors du top de Je veux du soleil ou par exemple Joker, qui a eu un énorme retentissement outre-Atlantique. Je pense que c'est par hasard. Je pense qu'on est à un point où il y a de plus en plus de prise de conscience, d'engagement, de besoin de montrer les choses, de lever un voile d'un art engagé. Il y a eu scandale encore récemment au cinéma là, qui parle de l'affaire MeToo. On est en pleine transformation des consciences, peut-être à la veille d'un grand chamboulement, et l'art, notamment le cinéma, a une grande place à jouer là-dedans je pense. Donc Vice d'Adam McKay, c'est un film qui parle du vice-président de George Bush fils, Dick Cheney, qui est un vice-président qui, à l'inverse de ses prédécesseurs, avait réussi à trouver des failles dans le système pour être non seulement plus que symbolique, mais carrément le principal décisionnaire au sein de l'État. C'est un film qui parle de comment il a convaincu tout le monde qu'il fallait faire la guerre à l'Irak après les attentats du 11 septembre. Et quand je dis tout le monde, c'est que tout le monde s'est laissé convaincre, jusqu'aux bancs de l'opposition démocrate, les Hillary Clinton, les Joe Biden qui est aujourd'hui un des favoris pour affronter Trump à la présidentielle américaine. Et ce qui est particulièrement marquant avec Dick Cheney, c'est qu'il était quasiment inconnu à l'époque, c'est un homme qui était très discret, et qui faisait tout dans l'ombre. Et donc c'est un film particulièrement intéressant parce qu'il est évidemment plein de révélations, il y a eu énormément de travail de documentation. Le film en gros s'ouvre sur un message en disant que tout ne s'était pas forcément passé exactement comme ça,
que Dick Cheney est un personnage très mystérieux, donc c'est très compliqué de savoir exactement ce qui s'était passé et comment, et ça finit par mais putain, on a travaillé. Vous avez peut-être vu The Big Short, qui est sorti il y a quelques années, qui parlait du crash de la crise de 2008. On est sur le même type de film, donc engagé, avec un message politique plutôt anti-système, qui prend le point de vue des élites et des pourris pour dépeindre leur basse besogne. Donc on a comme dans The Big Short des situations scéniques, théâtrales, ubuesques, absurdes. Par exemple, on a pas mal de brisements du quatrième mur. On a un moment où, par exemple, je vais rester assez flou, on a Dick Cheney qui cherche toute la liste des moyens de pression possibles et rendus possibles par la loi. Et donc à ce moment-là, on voit Dick Cheney et ses collaborateurs à table au restaurant, et le serveur qui arrive en lui disant bon, ce qui est possible pour vous, c'est la répression, c'est la violence, c'est le machin, selon cet article, et puis Dick Cheney de répondre, on va prendre un peu de tout. Donc voilà ce genre de situation qui est absurde, résumé dans des petites scènes comme ça, qui sont à la fois drôles et qui font vachement froid dans le dos. C'est pour faire de la vulgarisation, évidemment. Il y a un côté drame, engagé, il y a un côté documentaire, et il y a un côté comédie absurde. Vraiment, Adam McKay pousse le côté absurde jusqu'au bout. Clairement, il en a rien à faire des codes, il y a un générique qui défile au milieu du film. Tout est fait pour ne pas lâcher le spectateur, contrairement à The Big Short qui était peut-être un petit peu rapide, très lourd, très ample. Il faut peut-être bien 2 visionnages pour tout comprendre à The Big Short, ou bien être très concentré. Vice est plus facile d'accès parce que plus maîtrisé dans ses figures de style et plus jusqu'au boutiste. Et ça fonctionne extrêmement bien, rien qu'avec des faits historiques, il arrive à te mettre les frissons, la larme à l'œil, et puis on a un Dick Cheney qui est absolument formidable, hein. Christian Bale est complètement impressionnant dans ce rôle, Amy Adams n'en démord pas dans le rôle de sa femme, enfin d'ailleurs absolument tout le casting sont tous absolument irréprochables. Dick Cheney c'est vraiment un personnage qui est très bien écrit parce que autant on peut le détester pour 1000 raisons, autant il a des scènes un peu plus intimistes qui font qu'il existe quand même en tant qu'humain au milieu de tout ça, ce qui est pas forcément évident quand on fait un brûlot pour dénoncer quelqu'un quand même. Franchement Vice c'est un film qui est fait avec énormément de brio et qui est pour moi le meilleur de tous les films politiques auxquels on a eu droit cette année, c'est la crème de la crème, je vous le conseille absolument, c'est non seulement très fort cinématographiquement parlant, mais également très enrichissant politiquement et culturellement. Encore une fois je pense que ce genre de film à vocation militante ou politique vont se multiplier dans les années qui vont venir et vont avoir de plus en plus d'impact. D'autant que ces films commencent un petit peu à s'infiltrer dans l'establishment. On a par exemple cette scène ridicule de Macron qui est émue par Les Misérables, mais ces films, Parasite, Les Misérables, Vice, Joker, c'est des films qui vont aux Oscars quand même. Donc qui rentrent par la grande porte de l'establishment tout en portant des propos assez forts, hein, qui vont parfois jusqu'à des slogans du type Kill the Rich. C'est quand même des films qui parfois défendent une forme de radicalité extrême, anticapitaliste, et tout ça va aux Oscars et rentre par la grande porte. Je serais curieux de voir les prix qu'ils ont et l'écho que ça va avoir sur le moyen et le long terme. Bref, tout ça est à suivre de près. Ça me fait très plaisir d'avoir fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je travaille toujours activement sur des projets de court-métrage. Le prochain se tourne en avril, donc là la pré-production est très active. Vous aurez des nouvelles un de ces 4. J'aime bien pas trop faire de promo, pas trop dévoiler de choses, pas trop vous dire de quoi ça parle, exactement comment ce sera, etc. Donc quand il sera temps, je vous donnerai des nouvelles. En attendant, vous pouvez évidemment aller voir ou revoir mon premier film, Mamie, qui va bientôt atteindre les 2500 vues. Je vous remercie énormément pour tous vos retours extrêmement positifs sur ce film, ça m'a beaucoup encouragé. Il y a aussi le making of qui est disponible, bon, qui est assez long, assez détaillé, mais si vous voulez un peu savoir comment le film a été fait et peut-être pour prendre vous-même quelques inspirations, si vous voulez vous lancer à faire des petits films, des petits courts-métrages indépendants de votre côté, il y a peut-être quelques informations que vous serez content de trouver dans cette vidéo. Je remercie ceux qui me suivent depuis si longtemps, car ce mois-ci la chaîne a 6 ans. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année, je vous invite à lâcher votre pouce bleu et votre meilleur abonnement si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, salut à tous.